Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen tous les lundis à 21h en direct sur Twitch. Vous pouvez aussi écouter Buonasera Calcio en podcast sur toutes les plateformes de streaming et revoir la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis en notant l'émission avec les 5 étoiles et le pouce. Bonne écoute! Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, ce soir encore, pour partager notre passion du football. Alors ce soir, plusieurs thèmes. Merci d'être là déjà dans le chat, ça fait plaisir. Ce soir, on va parler des chocs en stock qu'il y avait en Europe ce week-end, en Angleterre, en Espagne, en Italie, même en France. Il y a eu un Olympico, alors peu instructif, mais bon, pourquoi pas en parler si ça intéresse quelqu'un. Ensuite, on va se projeter un petit peu sur les futurs matchs de Coupe d'Europe, parce que ça y est, ça arrive gentiment, donc on peut commencer à se demander un peu dans quel état et quelle équipe avant les matchs. Donc voilà, le 14 février, il va y avoir la première salve de matchs de Coupe d'Europe. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu où en sont les équipes. Et puis enfin, on va faire un très court passage par la CAN. J'avais envie de parler de l'immortelle Côte d'Ivoire. Donc voilà, parce que c'était assez marrant. Enfin, c'est assez marrant si on fait rétrospectivement à la fin du troisième match de poule, et puis là où se trouve la Côte d'Ivoire maintenant en demi-finale, limite avec le maillot de favori, c'est assez marrant. Donc voilà, effectivement, on va faire un tout petit passage CAN, mais ça pouvait être sympa. Salut, bienvenue au Cotonou Joe. Ciao di Alessio e di Guele. Come stai? Sto molto bene. Oui, donc, qu'est-ce que je voulais dire? On va commencer par les chocs en stock. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais donc ça a commencé déjà à 17h, 17h30, je crois, par un superbe Arsenal-Liverpool, qui est un match, Arsenal est revenu dans le jeu. Honnêtement, vraiment très très bien. L'attitude de globale sur tout le match, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de vrai suspense, excepté cette erreur un peu bizarre d'incompréhension entre Raya, Gabriel et puis Saliba, qui a fait en sorte que Liverpool égalise. Mais finalement, si on prend l'ensemble du match, Arsenal a été très au-dessus de Liverpool. C'est assez surprenant parce que Liverpool était vraiment sur un très 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 bon trend ces derniers temps. Donc c'est vrai que ça a été une surprise de voir Liverpool dans cet état-là, sans aucune idée, sans aucun dynamisme, rien du tout. C'était vraiment très très plat comme match de la part de Liverpool. Donc voilà, c'est effectivement Arsenal est revenu un petit peu dans le game, parce que très clairement c'est sûr que si on regarde le classement du championnat d'Angleterre, tout se resserre. Liverpool premier avec 51 points, deuxième Arsenal juste à 2 points, et enfin Manchester City à 47 points. Virtuel leader, on va dire, de Premier League, parce qu'ils ont un match en retard. Donc effectivement... Ah non, d'ailleurs, pas virtuel leader, mais ils sont potentiellement deuxième du championnat à 1 point de Liverpool. Donc c'est ça qui devrait se passer normalement. Donc oui, et puis le match qu'ils devaient jouer, qu'ils ont en retard, ils le jouent en ce moment. Ils jouent contre Brentford, à Brentford. Pour l'instant, il y a 0-0. D'ailleurs, sachez que l'AS Roma mène 1-0 contre Cagliari après 17 minutes de jeu. Rayo Vallecano FC Séville 0-0. Brentford Manchester City 0-0. Donc voilà un petit peu pour les matchs. Après, il y a un match de Ligue 2, mais on s'en fout. Donc voilà. Enfin non, pardon, je m'en fous. Donc voilà. Peut-être qu'il y a des Bastia, parce que je crois que c'est Bastia. En plus, c'est le derby corse. C'est Bastia-Ajaccio, absolument. Donc, on ne sait pas comment va se terminer le match, parce que c'est souvent très, très animé.
ces matchs-là. Oui, donc voilà. Donc effectivement, Arsenal a vraiment dominé de la tête et des épaules ce choc. Donc je peux pas vous écouper. Ah mince. Alors voilà, on veut la vraie Ligue des Champions a un problème. Il peut pas être là. Merci beaucoup. C'est très gentil en tous les cas d'être passé. Avec grand plaisir en replay. Il n'y a pas de souci sur la chaîne YouTube de Buenos Aires Calcio. Et puis j'espère que tout ira bien pour toi et pour ton fils. Voilà. Voilà, bon, alors on a fait une petite aparté, mais c'était très très gentil de passer. Donc choc en stock, effectivement. Donc Arsenal a dominé de la tête et des épaules ce duel et revient vraiment dans la course au titre. Ça va être une course au titre à 3 avec Liverpool, Manchester City et Arsenal. Bon, on va voir. C'est vrai que Liverpool n'est pas concerné par la Ligue des Champions. Donc déjà, peut-être que ça va les aider. En tous les cas, ils auront des matchs de Coupe d'Europe parce que bien sûr, ils sont en Europa League. Donc, mais ça peut-être quand même être un petit peu moins, comment dirais-je, euh, enfin, ça peut être moins, ça va nécessiter un petit peu moins d'énergie l'Europa League que la Ligue des Champions pour Manchester City et pour Arsenal. Après, c'est vrai que Manchester City a eu un tirage au sort encore, comme d'habitude. Donc, ils ont pris le FC Copenhague. Donc, bon, déjà, le premier tour. Alors, le FC Copenhague a été vraiment, vraiment surprenant en phase de poule. Mais bon, voilà, je pense quand même que City va s'en débarrasser assez rapidement. Donc, ça va pas vraiment leur demander non plus énormément d'énergie. Et puis, de toute façon, cette équipe est suréquipés pour jouer sur tous les tableaux. Ils ont un banc qui est digne d'une équipe qui peut limite gagner la Première Ligue. Donc, il n'y a pas de souci. C'est pas du tout un problème pour Manchester City de jouer et la Ligue des Champions et la Première Ligue. Ils nous l'ont déjà montré par le passé, donc ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, bon, j'ai bien l'impression, en tous les cas, bon, c'est bien qu'Arsenal soit revenu dans la lutte pour le titre, on sait jamais, mais j'ai bien l'impression que Liverpool était un petit peu, voilà. Je pense que Man City est revenu. Ils ont profité des faux pas d'un peu tout le monde là, parce qu'eux en avaient fait beaucoup et le problème c'est que là ils en font plus du tout. Ils sont sur une série de 5 matchs sans défaite, un match nul et 4 victoires d'affilée. Donc voilà, ça y est, ils sont revenus aux affaires. C'est reparti. Kevin De Bruyne est là. Erling Haaland est revenu. Ça y est, il commence à rejouer. Alors pas encore titulaire, mais voilà. Kevin De Bruyne, en revanche, lui, est redevenu titulaire. Donc ça y est, l'équipe de Manchester City a arrêté de tourner en rond. Et là, sa saison va vraiment débuter. Et c'est dommage pour les autres de ne pas avoir pris plus de points d'avance. Parce que là, juste un point d'avance pour City et donc un point pour Liverpool et un point de retard pour Arsenal, ça va pas suffire, je pense, pour aller au bout. Donc voilà. Bref, on verra bien. En tous les cas, Arsenal a tapé du poing sur la table. Liverpool n'a pas du tout été à la hauteur, et particulièrement ses cadres. Van Dijk, Alisson, Becker, catastrophique. Non, c'était assez pitoyable ce que j'ai vu, moi, de la part de Liverpool. Ils reviennent dans le match vraiment un peu par hasard. C'est pas du tout construit, quoi. Et c'est vrai que sans Mo Salah, l'attaque est un petit peu sans idée. Alexander-Arnold, il s'est fait violer dans tous les sens en défense, en tous les cas. Après, en attaque, il a eu certaines actions intéressantes. Mais alors, sinon, en défense, c'était catastrophique. D'ailleurs, il le sort très très tôt. Il le sort, je crois, à la 55e minute. Donc ça veut pas dire qu'il a fait un super match. Donc voilà. Bref, ça va être peut-être un petit peu court pour Liverpool et Arsenal de résister au retour irrésistible de Manchester City aux affaires en Première Ligue. Donc voilà. Bon, ça c'est mon avis, mais on verra à la fin de saison. Et j'espère sincèrement que Liverpool gagne un titre cette fois-ci, cette année, pas entaché du Covid ou de je sais pas quoi, de matchs à huis clos et tout. Ce serait bien qu'il gagne un titre sur le terrain. Ce serait vraiment cool. Et puis bien sûr, ce serait la belle histoire pour Jürgen Klopp. Donc voilà.
2-0 pour Rome, nous dit Okotonujo. Donc, voyons, en 20 minutes, c'est bien. Hein. De Rossi, depuis qu'il a repris la Roma, ça joue. Enfin, ça joue. Ça joue pas extrêmement bien, mais en tous les cas, ça gagne. Donc, déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Pellegrini et Dybala. Pellegrini à la 2e minute, Dybala à la 23e. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est bien. Ouais, donc ça c'était en Angleterre. En Espagne, il y avait le derby de Madrid. Alors un derby de Madrid qui a fait parler beaucoup. Hein, ça se termine à un partout. Égalisation de l'Atlético à la 93e minute sur une tête de Loriente. Donc pas l'Orienté, mais Loriente. Donc voilà. Effectivement, et c'est vrai que pendant le match, il y a eu des décisions arbitrales un petit peu bizarres, ou en tous les cas, pas forcément bizarres, mais en tous les cas pas très, très nettes, sur des pénaltys pour le Real dans la surface. Enfin, forcément, c'est un penalty. Donc voilà, la VAR n'a pas voulu intervenir. Enfin, elle a intervenu. Hein. En fait, c'est pas une question de est-ce que la VAR regarde les images et intervient ou pas. La VAR regarde toutes les images. Donc c'est juste que elle intervient, en l'occurrence dans des cas comme des penalties, si elle considère que l'arbitre fait une faute flagrante en oubliant un penalty. Donc c'est vrai qu'après, quand on regarde l'action de Lucas Vasquez, celle qui pose vraiment problème, en fait, c'est vrai que Saúl met sa jambe et que c'est Lucas Vasquez qui vient s'empaler sur la jambe de Saúl. Et en plus, il y a Hermoso qui est dans le coin, mais Hermoso, lui, il est entre Lucas Vasquez et le ballon. Et je pense que lui, il fait pas faute. Et puis en plus, bah voilà, c'est lui qui joue le ballon. Vasquez est derrière lui, donc bon, bah s'il rentre dedans, ça c'est son problème. Donc c'est vraiment la jambe de Saúl Ñíguez qui pose problème. Et je peux comprendre, même si pour moi, je pense que, allez, dans 80% du temps, on siffle le penalty pour ce genre de faute. Mais je peux comprendre que l'arbitre ait pensé que c'est Lucas Vasquez qui vient s'empaler sur la jambe de Saúl Ñíguez et pas la jambe de Saúl Ñíguez qui vient couper l'action de Lucas Vasquez. Je pense que Lucas Vasquez va chercher un peu la faute et que c'est ça que l'arbitre sanctionne entre guillemets, en plus exactement ne siffle pas, parce qu'il se dit bah en fait il pouvait tout à fait éviter la faute. Saúl Ñíguez met juste sa jambe pour essayer d'arrêter la balle. Et lui vient directement, jette la balle, en gros, pousse la balle, il peut pas la récupérer, et il s'empale sur la jambe de Saúl Ñíguez. Donc, bon, c'est limite, hein, parce que je vous dis, dans 90% du temps, ce penalty, il est sifflé, hein, en Serie A, en Ligue 1, en Angleterre, où tu veux, c'est sifflé. Après, bah oui, il y a eu toute cette polémique du Real, et du Barça d'ailleurs, hein, au sujet de la VAR. Et le premier qui a fait un peu des vagues avec ça, c'est le Real. Mais le dernier qui a fait des vagues avec ça, c'est le Barça, avec donc Xavi et puis le président du Barça. Et ça a donné ça finalement. Je pense que finalement, les arbitres VAR se sont dit, mais si on contredit l'avis de l'arbitre sur le terrain, ils vont encore dire qu'on favorise le Real. Donc voilà. Donc je ne sais pas si ça a joué, mais en tous les cas, la VAR a estimé que l'arbitre ne faisait pas une erreur flagrante en ne sifflant pas le penalty, ce que je peux comprendre, mais vraiment à la marge. Donc voilà. À part ça, un superbe match de Brahim Diaz, qui a été le meilleur match, l'homme du match. Hein. C'est lui qui marque déjà le but, et ensuite, derrière, il fait une prestation presque 5 étoiles, j'allais dire 5 étoiles, mais c'est pas vrai, parce qu'il marque pas le deuxième qui plie le match, et pourtant, il a les occasions pour le faire. Donc voilà, en revanche, il fait une prestation 4 étoiles, c'est déjà pas mal, hein, 4 étoiles, c'est bien. Donc voilà, donc très très bien, c'était le meilleur madrilène. Il est sorti sous une standing ovation du Bernabéu, donc voilà, ça veut dire quand même que t'as fait ce qu'il fallait quand Bernabéu se lève pour t'applaudir. Hein. C'est pas fréquent, donc voilà. Et non, très très bien. C'est d'autant plus surprenant que l'Atlético réussisse à accrocher un partout, parce que en fait l'Atlético s'est fait manger, hein, de la tête et des épaules par
par le Real. Donc voilà, ils ont eu une ou deux occasions, pas des trucs super clairs, mais oui, ils ont eu une ou deux occasions. Et bon, bah, finalement, la troisième, bah, elle est dedans, quoi, sur une tête un peu anodine, un centre dans la surface, Memphis qui dévie pour Llorente qui arrive lancé. Donc oui, c'est très surprenant et c'est même un peu miraculeux pour l'Atlético. Donc voilà, bah écoute, c'est bien, tant mieux pour l'Atlético. Ça relance un petit peu le championnat aussi, parce que ça resserre, vu que Girone avait fait match nul. Aussi 0-0 contre la Real Sociedad. Donc voilà, donc c'est vrai que finalement, bah, ça resserre encore le championnat. Enfin, plus exactement, ça ne creuse pas l'écart entre le Real et Girone. Donc ça laisse en vie le suspense pour le championnat, ce qui est pas plus mal pour la Liga, mais bon. En revanche, pour le Real, c'est un peu dommage. Donc voilà. Bref, voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ce match. N'hésitez pas si c'est le cas, mais c'est vrai que ce n'était pas non plus le match de l'année, mais c'était un bon petit match sympathique, grâce particulièrement à Brahim Diaz. Donc voilà, ça c'était le deuxième gros choc du week-end. Hein. Et puis bah, bien sûr, le troisième gros choc du week-end, il avait lieu en Italie, avec le derby d'Italie. Hein. Inter-Juve à Giuseppe Meazza. C'est le premier contre le deuxième. Et c'est vrai que bah, en cas de victoire de la Juve pouvait repasser devant l'Inter. Et en cas de victoire de l'Inter, bah, l'Inter pouvait prendre un petit peu large. Contre de la Juve, sachant qu'en plus, l'Inter a un match en retard. Hein. Match en retard qu'ils n'avaient pas joué parce qu'ils étaient à la Supercoupe d'Italie, donc en Arabie Saoudite, qu'ils ont gagné d'ailleurs. Et si je ne m'abuse, hein, tu me diras au Cotonou Joe, mais je crois que c'est un match contre l'Atalanta. Hein. Le match en retard, c'est un Inter-Atalanta, donc ça en plus ça va être un gros match. Très important pour l'Atalanta aussi, parce que l'Atalanta est cinquième du championnat, ou quatrième, non, quatrième du championnat. À, pour l'instant, 9 points, je crois, du Milan. Mais donc, s'ils veulent un petit peu peut-être aller titiller la troisième place, ou en tous les cas lâcher les gens qui sont à la cinquième place, parce qu'on ne sait pas trop si cette cinquième place ça sera qualificative ou pas pour la future Champions League, vu que ce sont les deux championnats qui ont le plus d'indices UEFA à la fin de cette saison, qui récupéreront les 5 places en UEFA. Donc voilà. Donc, bref, on verra ce que ça donne, mais ce Inter-Atalanta va être intéressant. Pour la Champions League, je pense que ça va être assez décisif pour l'Atalanta, sachant qu'en plus l'Atalanta, le 25 février, rencontre le Milan. Donc là, ça pourrait faire un peu... c'est soit ils sont complètement lâchés par le Milan, et ils reviendront jamais sur la troisième place, soit effectivement ils peuvent tout d'un coup relancer cette course à la troisième place et consolider leur quatrième place. Donc c'est un match vraiment intéressant pour l'Atalanta et pour l'Inter. Bref, ce match n'a pas accouché d'une souris, même si le score de 1-0 peut se dire ah c'est pas super, bah en fait c'était un super match, vraiment très très bon match, et en particulier un très très bon match de l'Inter. L'Inter a montré vraiment qu'elle était très très au-dessus dans 95% des équipes en Europe. Hier, vraiment, elle a été impressionnante. Moi, j'ai été bluffé par l'Inter. Et ce 1-0, alors que c'est une Juve qui est solide, hein, c'est pas du tout une Juve, c'est une Juve qui prend très très peu de buts, qui est très dangereuse en contre. Bah, en fait, ils ont touché un peu leurs limites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout le fond de jeu de l'Inter. L'Inter, franchement, ils ont un milieu de terrain, des latéraux, des attaquants, enfin bon, bref, il y a tout qui est au niveau, quoi. Il y a pas un compartiment où tu te dis ah ouais, ça c'est un peu moins fort. Non, franchement, c'est du très 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 haut niveau. Thuram, Lautaro Martinez, c'est probablement une des meilleures paires d'attaques qu'il y ait en Europe. Les deux latéraux, enfin on va dire Di Marco, et puis de l'autre côté c'était Darmian. Darmian alors est un peu moins offensif que Di Marco et un peu moins bon, on va dire balle au pied, mais c'est un très très bon défenseur et il comble, il donne de l'équilibre à l'équipe. Di Marco
appelle en permanence à un super pied gauche, vraiment. Et je trouve qu'il a pris en volume en plus. Il avait un problème de volume physique. Très souvent, à la 60e minute, il nous faisait une Marco Verratti. Et là, maintenant, il termine les matchs. Et il est performant jusqu'au bout des matchs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La défense à 3 avec Acerbi, Bastoni et Pavard. Mais Pavard, le match qu'il fait hier. Mais je dis Pavard. Alors, Pavard était vraiment exceptionnel. Mais Pavard, Bastoni, Acerbi, c'est terrifiant hein, comme défense. Hein. Franchement, Sommer est un très bon goal. Et en plus, devant lui, il a une défense absolument incroyable. Et après, le milieu de terrain avec Barella, Mkhitaryan et Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, enfin bon bref, voilà, vous connaissez mon lien avec lui, on va dire. Mais là, il a atteint un niveau mais stratosphérique. À un moment, il fait une passe à Di Marco dans la profondeur. C'est une passe que tu vois... tu te demandes même si Kevin De Bruyne peut faire une passe comme ça. Alors oui, Kevin De Bruyne peut, mais c'est à peu près le seul. À part Çalhanoğlu, il n'y a personne. Çalhanoğlu et lui, sinon après le reste, il n'y a personne qui fait des passes comme ça. Alors ok, si, il y a Kroos et Modric. Voilà, mais on parle de ce genre de niveau, quoi. C'est ça que je veux vous dire. C'est que quand tu commences à comparer un joueur à Kroos, Modric, De Bruyne, tu te dis, bon, bah là, on est dans le très haut niveau. Dans le très, très haut niveau, dans les meilleurs joueurs du monde, quasi. Donc voilà. Et quand à côté de Çalhanoğlu, tu as Barella et Mkhitaryan qui a une activité absolument incessante et le mec n'est jamais essoufflé. Alors ça, c'est une énigme. À un moment, je le regardais, on était à la 80e minute, il refait un sprint, etc. Je le regarde, il est même pas essoufflé. Je sais pas ce qu'il mange, je sais pas ce qu'il boit, mais c'est intéressant. Hein. Et en plus, il est pas tout jeune. Hein. Et Mkhitaryan, plus personne n'en voulait. Hein. Donc non, super joueur aussi, Mkhitaryan. Et Barella, c'est Barella. Hein. Toujours cette activité, cette grinta, toujours la bonne passe, jamais stressé, etc. Et puis après, Thuram Lautaro, c'est incroyable. Et Thuram, hier encore, il fait un match génial. Hein. Franchement, moi, je l'attendais pas à ce niveau-là, en fait. Oui, il avait fait des bonnes choses en Allemagne, mais il avait fait aussi des trucs pas terribles, et puis des fois, il s'éteignait et tout. Oh, là, chaque match, il a un impact. Physiquement, il est dans le replacement, dans ce qu'il amène à Lautaro, dans ce que Lautaro lui amène. Bref, franchement, l'osmose, elle est fantastique. Et ça, c'est grâce aussi à un coach d'exception, il faut le dire. Je pense que c'est important de le souligner. Il avait eu déjà des résultats avec la Lazio et on trouvait ça normal. Et en fait, quand on voit ce que Sarri fait de la Lazio, on se rend compte que Inzaghi était déjà surperformait déjà avec l'équipe qu'il avait à la Lazio, donc en gagnant des coupes d'Italie, en terminant dans les points de la Ligue des Champions, etc., etc. C'était spectaculaire et surprenant. Et en l'occurrence, en reprenant l'Inter, là, il a vraiment donné la pleine mesure. Je pense que cette année, ils vont gagner le championnat. L'année dernière, ils étaient en finale de Ligue des Champions. Cette année, vu comme je les vois là, ça va être très compliqué de les arrêter, de pas aller en finale. Après, on verra le tirage, on verra. Il y a plein de choses, hein. Mais pour moi, c'est probablement le favori encore avec Manchester City depuis le début de saison et le Bayern, on va dire. Hein. Il y a 3 gros favoris dans la Ligue des Champions cette année. C'est eux, quoi. Après, on peut jamais mettre de côté le Real, mais j'ai l'impression que les clubs espagnols sont quand même un petit peu en deçà de l'Inter, du Bayern et de Manchester City. Donc voilà. Mais oui, franchement, Inzaghi fait un travail absolument incroyable avec l'Inter. Il l'a transformé. C'est une équipe qui est mature en tout point. Et les joueurs, ils s'engueulent en fait sur le terrain. Quand ils font une erreur, les joueurs se disent les choses en fait, en direct. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas de filtre. Et pourtant, ça change pas que les mecs s'entendent bien, jouent ensemble. En gros, c'est open communication. Ils se pourrissent quand ils ratent une balle, ils se félicitent, ils s'embrassent quand ils en réussissent. Enfin voilà, il n'y a aucune rancœur. C'est juste tout le monde sait qu'ils travaillent pour le collectif. Donc
franchement, chapeau, bravo. Ça me fait un peu mal de le dire, mais cette équipe est très très belle à voir jouer, très agréable à voir jouer, très très performante, solide partout. Non, non, honnêtement, je suis très impressionné par l'Inter, de plus en plus d'ailleurs. Donc voilà. Ils ont eu un petit trou à un moment, là, ça jouait un peu moins bien sur les derniers matchs de poule de Ligue des Champions. D'ailleurs, ils ont terminé deuxième. Mais là, ça y est, c'est revenu. Là, ça y est, c'est revenu et ça va être très compliqué. Enfin, j'ai pas hâte de voir le Milan-Inter parce que je sens qu'il va me faire mal aux yeux. Il va vraiment me faire mal aux yeux. Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc voilà, en tous les cas, l'Inter a dominé vraiment de la tête et des épaules. Ils auraient mérité de marquer d'autres buts sans des miracles de Bremer et de Chesney, hein, parce que Chesney fait un match splendide, Bremer aussi. Donc voilà, c'est dommage même d'ailleurs qu'il marque sur un CSC de Gatti, mais en même temps c'est un CSC où c'est soit ça, soit c'est Thuram qui marque de la tête. Donc bon, voilà, c'est un CSC parce que voilà, parce qu'il veut pas que Thuram touche la balle, mais sinon il y a but de Thuram. Donc voilà, donc c'est ouais, j'ai été très impressionné et l'Inter a creusé l'écart. Et s'ils gagnent leur match en retard, je pense que là, ce sera fini. Merci, c'est gentil d'être venu. À bientôt, le championnat sera terminé. L'Inter sera champion, aura sa deuxième étoile sur le maillot. La Juve sera deuxième ou troisième, parce que bon, là, Milan a repris 3 points quand même sur la Juve. Ils reviennent à 4 points de la Juve. Donc voilà, donc tout est possible. Encore pour la deuxième et troisième place. 4 points, c'est pas énorme. Il n'y a pas de match en retard entre le Milan et la Juve. Donc voilà, donc c'est faisable. Mais bon, Inter a vraiment, vraiment impressionné. Donc voilà. C'est un petit peu ça, tous les chocs qu'on avait là en Europe, c'était ça l'essentiel, hein, bien sûr. Alors après, il y avait d'autres matchs qui étaient intéressants. Il y avait l'OL OM. Euh, c'est intéressant parce que il y a une rivalité entre les deux clubs, mais au niveau tactique, ce que j'en ai vu, parce que j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai vu un très gros résumé. Ouais, c'est quand même, c'est quand même pas terrible. C'est quand même pas terrible. Bon, c'est le 16e contre le 7e ou le 8e de Ligue 1, quoi. Donc voilà, en fait, c'est ça. Enfin, c'est juste ça qu'il faut se dire. C'est pas que je veux être méchant ou quoi, mais malheureusement, c'est un championnat qui est pas fou. Et il se trouve que c'est le 8e contre le 16e, 15e, quoi. Donc voilà, c'est simple. Donc, c'est pas, c'est une équipe qui a fait, si tu prends Marseille, 5 derniers matchs. 3 matchs nuls, une défaite et une victoire. Donc voilà. Et Lyon, 2 défaites, 3 victoires. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que voilà, Lyon, ils ont 19 points, quoi. Marseille, ils en ont 29. On est à la 20e journée. Donc quand tu veux être européen, je sais pas, dans les 4, oui, c'est ça. Il faut quand même que tu aies presque 2 points par match, en fait. Sinon c'est compliqué, quoi. Si t'as pas 1,80 ou un truc comme ça, c'est complexe. Et là, Marseille, 29 points en 20 matchs, voilà, hein, c'est pas génial. Hein, c'est 1,45 par match. C'est beaucoup de matchs nuls, quoi, en gros. Donc voilà. Bon, ils sont 8e, Rennes est 9e, Lyon 15e. Il y a quelques années, on n'aurait jamais dit ça, hein, mais voilà. Et puis finalement, tu as Nice, Brest, Reims, devant Marseille, Lyon et Rennes. donc voilà, c'est drôle. Enfin, c'est drôle, plus ou moins. Et Nantes aussi, qui est quand même un club historique. Bref, c'est le niveau de la Ligue 1 en ce moment. Donc voilà, ça c'est les chocs, de ce week-end. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va rester un petit peu sur les chocs. Il y a des chocs complètement dingues aussi la semaine prochaine. Donc voilà. Alors, ça toujours pas de gros chocs le vendredi, hein. Ça n'existe pas et ça c'est normal parce que c'est chiant le vendredi. Il y a un PSG Lille en Ligue 1 samedi soir qui peut être intéressant parce que Lille est une équipe qui joue quand même plutôt pas mal au ballon. Il y a en Angleterre rien de spécial le samedi. En Espagne, il y a le choc de la Liga. Le Real Madrid, premier de Liga, contre Gérone, deuxième de Liga. Donc là, je pense qu'il y a une partie du titre qui va se jouer ce samedi prochain.
Et en Allemagne, bien entendu, samedi, 18h30, Bayer Leverkusen, Bayern Munich. Donc là, effectivement aussi, une autre partie du titre qui va se jouer. Donc oui, c'est aussi le week-end prochain, un très gros week-end de choc. Donc non, franchement, ça va être top. Et peut-être que le dimanche, on nous rajoute une petite couche. Bon, Nice-Monaco, ouais, le deuxième contre le cinquième, pourquoi pas. Aston Villa Manchester United, ça peut être bien, hein. Aston Villa qui est quatrième. West Ham Arsenal aussi, hein. C'est pas des matchs évidents ni pour Arsenal ni pour Manchester. Aston Villa et pour Aston Villa, parce que Aston Villa United c'est le quatrième contre le sixième et West Ham le septième contre le deuxième. West Ham joue plutôt pas mal au foot, hein, donc ça peut être intéressant. En Espagne, bon, il n'y a pas grand-chose, voilà. Et en Allemagne, bah, on a déjà le truc. En Italie, en revanche, il y a un Naples-Milan à 20h45 dimanche soir qui peut être intéressant, qui peut être sympa, franchement. Ça peut être cool à regarder, ça. C'est un bon petit match. Naples revient, Milan aussi. Les matchs de Milan sont toujours renversants ces dernières semaines. Donc ouais, pourquoi pas. C'est clair, ça peut être pas mal. Enfin voilà, un petit peu les futurs chocs, mais essentiellement hein, Real Madrid-Gérone et Bayer Leverkusen Bayern Munich. Je pense que ça c'est les deux très gros matchs de la semaine prochaine. Après il y a des bons matchs, mais les très très gros chocs ils sont là, ils sont vraiment là. Ça va être vraiment sympa. Donc voilà, non, c'est cool. C'est très très cool. Là, ça fait quand même 2 semaines d'affilée qu'on a des très bons chocs. Et en plus de ça, derrière, en plus, la semaine suivante, c'est la Champions League qui revient. Donc ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, justement, ça me fait ma transition hein, vers... regardons un petit peu dans quel état se trouvent les équipes qui vont participer au huitième de finale de la Ligue des Champions. Hein. Alors, on a les premiers matchs qui sont le 13 et le 14 février. Donc il y a le FC Copenhague, Manchester City, RB Leipzig, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Real Sociedad et l'Adiodrome Bayern Munich. Donc voilà, ça c'est les premiers matchs. Donc ça, hein, c'est aller le 13 et le 14 février. Donc, c'est dans moins de 10 jours, hein, vu qu'on est le 5. Donc là, ça commence à se préciser. Alors justement, on va regarder. Bon, Manchester City est en pleine forme. Le FC Copenhague, je sais absolument pas. Mais je sais qu'une seule chose, c'est qu'ils vont prendre une tempête tropicale dans les dents, le FC Copenhague. Donc, je pense que Man City est en très grande forme. Ils auront aucun problème. RB Leipzig, Real Madrid. Alors, Leipzig a gagné ce week-end, mais Leipzig a pas fait des super performances dès qu'ils ont rencontré des gros en championnat ces dernières journées. Donc voilà, donc le Real qui lui est vraiment en pleine bourre, où les joueurs s'épanouissent, que ce soit Vinicius, bon là il était un petit peu blessé, mais ou sinon Rodrigo, Camavinga, Brahim Diaz, bon alors je parle pas de Bellingham bien entendu, même Rossellou qui commence à trouver un petit peu sa place au sein du Real. Je pense qu'ils sont très clairement très 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 favoris contre le Leipzig. Alors ils l'étaient déjà, bien entendu, parce que c'est le Real, mais ça change pas que Leipzig, ils sont un peu sur courant alternatif et dans des très grands rendez-vous comme ça, je suis pas sûr qu'ils se dissolvent pas dans la pression que le Real va leur mettre. Donc voilà. Donc oui, je pense que le Real et City, j'ai vraiment pas de doute sur le fait qu'ils vont passer, et que ça va être compliqué pour leurs adversaires. Encore plus pour Copenhague que pour Leipzig, hein, bien entendu. Paris Saint-Germain, Real Sociedad. Bon, bien sûr, hein, ça c'est le match où on se demande ce qui va se passer, parce que ça peut être marrant. Alors, et bien sûr, en plus, il y a l'annonce de Kylian Mbappé qui peut avoir lieu avant ce match-là. Qui peut aussi avoir un poids sur le résultat du match. La Real et là c'est simple, hein, ils ont des blessés dans tous les sens. Là c'est Oyarzabal qui s'est blessé ce week-end. Avant c'était le Normand la semaine d'avant et je me souviens plus quel autre joueur très important. Taki Kubo est bien sûr toujours pas revenu de la Coupe d'Asie des Nations. Donc voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. En plus, s'il doit revenir, c'est parce que je crois que le Japon est en finale, hein, il me semble. Hein. Il me semble que le Japon est en finale. Enfin, je veux dire, est toujours en lice, en tous les cas.
On va regarder si on a les résultats de la Coupe d'Asie des Nations. Ça, c'est pas sûr quand même. Je sais pas trop. Ah, la Coupe América. Ah, non. Oui. Hop là. Peut-être, hein, allez savoir. Ouais. Eh ben non. Non, on a tout, hein. Franchement, sur l'équipe, il y a à peu près tout, excepté la Coupe d'Asie des Nations. Donc voilà, il n'y a personne qui parle de cette coupe. Bon, c'est dommage. Ah si, Coupe d'Asie des Nations, bah alors. Hop là, le Japon sorti par l'Iran en quart. Ah bah voilà. Bon, ah bah, donc le Japon Takikubo va rentrer plus tôt que prévu. Bon, ça c'était plutôt une bonne nouvelle pour la Real, un petit peu moins pour le PSG, mais bon. Est-ce qu'il sera en forme? Le problème, c'est que effectivement, c'est très compliqué de revenir d'une compétition comme ça qui a été perdue. Donc voilà, surtout que le Japon dominait un petit peu la zone Asie de la tête et des épaules. Ils avaient mis des roustes à peu près tout le monde, dont l'Allemagne d'ailleurs au passage, mais pas que, hein, parce qu'ils avaient rencontré des très grandes nations qu'ils avaient roustées. Donc voilà, donc on verra dans quel état il revient. Quoi qu'il en soit, la Real Sociedad est au plus mal, très clairement. Paris n'est pas au top. Ils sont toujours pas convaincants dans leur victoire, hein. Le match, non, on peut se référer, pardon, au match nul contre Brest, qui n'a pas été fantastique. En fait, ils sont capables de jouer une mi-temps, et puis souvent après ils s'endorment. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Il nous avait déjà pas rassuré, hein, en poule, très clairement. C'est un miracle qu'il se soit qualifié, un miracle signé AC Milan. Donc oui, donc voilà, je pense que Paris est pas au top, mais la Real est tellement handicapée par toutes les blessures qu'ils ont eues que je pense que ce sera malheureusement pas suffisant pour la Real, alors que à effectif complet, je pense qu'ils auraient posé de très gros problèmes au Paris Saint-Germain. Là, malheureusement, leur effectif est trop amoindri pour qu'ils puissent poser des problèmes au PSG, à mon avis, hein. Je pense que ça va être très compliqué. Donc voilà, bon, on va voir, mais je pense que Paris va passer. Ça va pas être flamboyant, mais Paris va passer en tous les cas sur le match aller, parce que le truc, c'est que le 14 février, c'est le match aller, le 5 mars, c'est le match retour. Il y a énormément de temps d'écart entre les deux, parce que vous savez que les huitièmes de finale sont étalés sur 3 semaines à chaque fois. Donc voilà. Donc là, 13-14, vous avez des premiers, et ensuite le 20 et le 21, vous avez les deuxièmes, et enfin, après, les matchs retour, c'est 3 semaines après de chaque date. Donc, enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est très étalé. Pourquoi? Parce que ça doit couvrir aussi en même temps les tours de qualification de la Ligue Europa et de la Conference League. Parce que vous savez que les reversés ont un tour de plus à jouer. Donc, il faut que, en gros, tout le monde se retrouve en quart de finale au même moment. Et c'est ça le problème. Toutes les Coupes d'Europe doivent se retrouver en quart de finale au même moment. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très étalé la Ligue des Champions, parce qu'il n'y a pas de reversé dans la Ligue des Champions. Donc voilà. Voilà, un petit peu. Et après, le dernier match qui peut être un petit peu anticipé, c'est le Lazio-Drome Bayern Munich. La Lazio qui encore hier a fait une prestation famélique, hein. Donc non, vraiment la Lazio qui n'y est pas du tout. Le Bayern eux, alors ils sont pas au top parce que ils ont effectivement toujours le Bayer Leverkusen devant eux, mais ils font une saison absolument stratosphérique, hein. Donc ça, faut pas se tromper là-dessus. Le Bayern, c'est parce qu'il tombe sur un Bayern de l'espace que le Bayern ne domine pas le championnat d'Allemagne. Et ils ont fait un 18 sur 18 en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est juste stratosphérique ce que fait Thomas Tuchel. Ils ont beaucoup plus de points que l'année dernière, que le Bayern de Nagelsmann en termes de championnat, dans le championnat, alors que ils sont deuxième du championnat. Mais Nagelsmann était premier, mais forcément, parce qu'il n'y avait pas d'équipe qui surperformait à ce point-là. Donc voilà, donc c'est un Bayern record, en fait, qui va se présenter contre une Lazio qui, entre la fin de la phase de poule, qui n'était pas brillante,
et le début de de ces tours à élimination directe, si la Lazio s'était trouvé un fond de jeu, une vraie identité, un Immobilier au sommet, bon, alors, il était blessé, donc c'était un petit peu compliqué, mais quand même, qu'ils reviennent, quoi. Pourquoi pas, peut-être que sur un malentendu, ils auraient pu les perturber. Mais là, ce que le match, par exemple, que j'ai vu hier, enfin, c'est une blague, hein, franchement, la Lazio, elle est en dessous de tout. Et en fait, on a minimisé peut-être trop la disparition de Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic, c'était le garant du fond de jeu de la Lazio. Et là, maintenant, il n'y a plus rien du tout, en fait. Donc voilà, ils n'arrivent pas à se renouveler, ils n'arrivent pas à trouver quelque chose. Et ça tourne plus du tout, mais alors du tout. Hein. C'est vraiment assez dommage parce que la Lazio était une équipe emballante, hein, il y a encore 2 saisons. Il y a 2 saisons, c'était une très 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 jolie équipe. Hein. Franchement, c'était très sympa de les voir. J'ai vraiment, j'en avais parlé dans Buenos Aires Calcio sur la fin de l'année 2023, enfin la fin de la saison 2023. Ils avaient fait une super saison 2023. Hein. D'ailleurs, bah, ils sont terminés deuxième du championnat, c'est pour ça qu'ils sont en Ligue des Champions. Donc voilà, mais là, cette année, ils sont mais alors très 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 loin. Et à part Milinkovic-Savic, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Hein. Donc voilà. Non, ouais, très 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 déçu de la Lazio. Et je pense que la Lazio va prendre foudre divine contre le Bayern et à l'aller et au retour, hein, à mon avis. Hein. Ça m'étonnerait que ça se passe autrement. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire des c'est hey, bonjour Hardy 900. Masei Handicapato, Lady Lachat. Ok. En tout cas, c'est en italien. Mais je... Ouais. Donc oui. Qu'est-ce que je voulais dire donc ça, c'était un petit peu pour les commentaires sur les équipes européennes et les matchs européens qui vont arriver. Donc voilà. Et puis bah écoutez, je vais terminer ce Buenos Aires Calcio ce soir avec juste un petit mot sur la Côte d'Ivoire qui était donc complètement éliminée au soir du troisième match. Sans un match vraiment courageux du Maroc, eh bien la Côte d'Ivoire ne serait jamais arrivée en huitième de finale. Ils ont réussi à franchir les huitièmes de finale au forceps. Là, ils étaient menés à 10 contre 11 avec un joueur expulsé. Pourtant, ils égalisent et ils se qualifient au penalty. Bref, pour arriver en demi-finale, ouais, c'est surréaliste ce qui se passe. Pas d'erreur d'arbitrage et tout, hein, pas de trucs bizarres, hein, juste des circonstances de jeu complètement folles. Parce que, encore une fois, dans ce quart de finale, la Côte d'Ivoire se fait balader dans tous les sens. Hein. C'est pas comme si, effectivement, tu ouais, tu pouvais dire que ça y est, ils avaient trouvé un fond de jeu. Non, pas du tout. La Côte d'Ivoire est pas bonne. Encore une fois, se fait dominer, se fait expulser un joueur et finalement égalise dans la toute fin du match et puis emmène l'autre équipe au tir au but et finalement se qualifie. Enfin, donc c'est vraiment assez surprenant. Le parcours de cette Côte d'Ivoire et cette CAN qui était un peu tout feu tout flamme dans les poules est redevenue une CAN, on va dire, avec des scores qui sont minimalistes quasi à tous les tours. Des équipes qui ont beaucoup de mal à se découvrir, qui ont des vrais plans tactiques défensifs et c'est vrai que c'est assez fermé. Il y a eu 1 ou 2 matchs où il y a eu plus de buts, mais essentiellement là en huitième et en quart, les matchs c'est du 1-0, allez du 2-1, mais c'est vraiment dans les pénaltys, dans les prolongations quoi. Donc c'est très serré. Et là maintenant, effectivement, tout peut arriver en demi-finale. Hein.
tout peut arriver. Le Nigeria fait figure quand même un peu d'épouvantail. L'Afrique du Sud, moi je trouve que c'est l'équipe peut-être un peu la plus complète. La Côte d'Ivoire, c'est irrationnel. Tout est possible avec la Côte d'Ivoire. Donc voilà, ouais, on verra bien ce que vont donner les demi-finales qui vont arriver là. Mais c'est vrai que c'est en tous les cas pour le pays organisateur. Enfin, apparemment, il y a des gens qui disent ça en Côte d'Ivoire. Ils disent on est déjà mort. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? Effectivement, maintenant c'est que du bonus. Ils étaient déjà éliminés en fait au soir du troisième tour. Hein. Encore une fois, sans la victoire du Maroc dans son troisième match, la Côte d'Ivoire ne passe pas comme meilleur troisième. Et donc la compétition s'arrête. Donc voilà, donc c'est vraiment. D'ailleurs, il y a plein d'Ivoiriens qui disent que il faut maintenant faire honneur au Maroc et aller gagner la coupe pour eux, en fait, pour les Marocains qui les ont sauvés en poule. Donc voilà, ce qui serait très marrant, vu que le Maroc faisait figure de favori, mais s'est fait piteusement éliminer de cette CAN en huitième. Donc voilà. Bon, bref. En tous les cas, une CAN assez avec des rebondissements, beaucoup de rebondissements, surtout pour la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je voulais dire. Tous les gros favoris ont déçu quasi. Hein. Franchement, personne n'est allé au bout. Et ceux qui sont arrivés finalement déçoivent parce que la Côte d'Ivoire faisait figure de favorite, mais finalement elle arrive un peu là par hasard. Et j'ai peur qu'en demi-finale ils le payent parce qu'en demi-finale tu rencontres des bonnes équipes et ça va être compliqué de faire encore un miracle contre une bonne équipe, mais cette fois-ci en demi-finale de la CAN. Mais bon, déjà, demi-finale, franchement, c'était inespéré, vu le début de compétition. Pas le premier match, mais à partir du deuxième, tu te dis, ok, ça va être complexe. Donc voilà. Bref. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup de votre présence ce soir. N'oubliez pas, Buenos Aires Calcio, c'est sur YouTube, bien entendu. C'est en podcast un peu partout, sur toutes les plateformes de streaming, dont Apple Podcast, Spotify, Deezer, bien sûr, etc. TuneIn, Amazon Podcast, Google Podcast, bref, toutes les plateformes de podcast. Buenos Aires Calcio est présente. Et puis, bien entendu, à revoir le stream sur Twitch n'importe quand avec les commentaires et tout. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore d'avoir été là. On se retrouve lundi prochain pour débriefer des chocs extraordinaires, hein, les chocs qu'on a identifiés en Allemagne. Et puis en Italie encore. Donc voilà, et puis écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, merci beaucoup, et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao.